La longue lettre de Marc Dutroux à Jean-Denis Lejeune. 10 ans après sa condamnation, le pédocriminel affirme livrer sa vérité. L'ouverture à Bruxelles du procès de l'agresseur d'Ilias Taïraj, le superviseur de la STIB, avait été mortellement agressé lors d'une intervention il y a 2 ans. 20 000 dossiers de violences conjugales sont ouverts chaque année en Belgique. Nous revenons sur ce phénomène dans le journal. Valérie Trierweiler va mieux. C'est François Hollande en visite aux Pays-Bas qui l'affirme, mais il refuse de dire s'il est toujours la première dame de France. Prenez garde aux SMS suspects et aux appels téléphoniques de l'étranger. La police enregistre de très nombreuses arnaques en ce moment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La lettre est longue de 44 pages. Marc Dutroux l'a adressée à Jean-Denis Lejeune. Dans ce document exclusif que vous retrouverez demain dans le quotidien La Dernière Heure, le pédophile et criminel expose sa vision des faits horribles commis et révélés par l'affaire Dutroux. Il charge son ex-femme, Michel Martin, et ses ex-complices. Quelques extraits de cette lettre nous sont dévoilés par Loïc Parmentier. C'est une lettre manuscrite, dense et longue de 44 pages. Une lettre de Marc Dutroux depuis sa cellule. Un texte directement adressé à Jean-Denis Lejeune. Chaque fois que je vous regarde quémander la vérité, je suis envahi de tristesse pour vous, augmenté par le souvenir de mon impuissance à enrayer une mécanique infernale. Qui peut mieux comprendre et ressentir la détresse, la révolte, la colère et tous les autres sentiments négatifs qui rongent le cœur d'un père meurtri par la mort de son enfant, qu'un autre père qui endure les mêmes tourments. Vous comprendrez pourquoi je dérange tant certaines personnes insoupçonnables en découvrant tout ce qui vous a peut-être échappé jusqu'ici. Marc Dutroux et sa vérité. Marc Dutroux qui se présente donc comme un père meurtri. Son ex-épouse Michel Martin aurait perdu un de leurs enfants avant la naissance. Michel Martin est d'ailleurs au cœur de cette lettre. Marc Dutroux a commencé à rédiger ce texte le 28 août 2012, le jour de la libération conditionnelle de son ex-femme. Comprenez bien qu'avant cette libération, il n'était pas question de répondre à vos questions légitimes, tant que les réponses que je vais vous donner étaient potentiellement préjudiciables à la libération conditionnelle de la mère de mes enfants. Je sais que cette lecture sera très pénible pour vous, comme il m'est insupportable d'avoir à revivre ce qui n'a jamais cessé de déchirer ma conscience et mon cœur, avec la difficulté supplémentaire d'avoir à le faire par écrit. Jean-Denis Lejeune n'a pas souhaité réagir ou commenter cette lettre. Il nous a simplement répondu être sous le choc. Dominique Demoulin, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous avez longuement suivi cette affaire Dutroux pour RTL et vous avez pris connaissance de certains éléments de cette lettre. Que pensez tout d'abord du fond de la lettre ? Mais sur le fond, il n'y a rien de neuf. C'est toujours les élucubrations de Marc Dutroux qui se posent en victime. Il n'aurait pas enlevé les petites, il n'aurait pas voulu leur mort. Il les aurait protégées, avec 36 guillemets bien entendu, contre une pseudo-bande de Charleroi. Et il cite à nouveau des noms de personnes qui ont été longuement interrogées lors de l'enquête. C'est la première fois néanmoins qu'il écrit directement aux parents de ses victimes, mais pour ne rien leur apprendre de déterminant, pour ne rien donner comme information qui serait susceptible, par exemple, de réouvrir l'enquête. Alors pourquoi, selon vous, Marc Dutroux adresse-t-il cette lettre maintenant 10 ans après sa condamnation ? Mais on l'a dit dans le reportage, il a commencé à écrire cette lettre le jour de la libération conditionnelle de Michel Martin. Alors oui, il parade de l'horreur, je crois que Marc Dutroux veut toujours être le numéro 1. Il veut toujours que l'on continue à parler de lui. Ce qui rend notre travail de journaliste très difficile d'ailleurs, parce que quelle attitude adopter par rapport à cela ? Soit on en parle et on rentre dans le jeu de Marc Dutroux, parce que c'est ce qu'il cherche, c'est à nouveau attirer l'attention sur lui, soit on n'en parle pas, et dans ce cas-là, ça donne du grain à moudre à tous ceux qui pensent encore qu'il y aurait un réseau, un complot pour cacher la vérité. Alors, l'histoire de cette lettre est relativement intéressante, dans la mesure où Jean-Denis Lejeune l'a reçue il y a 1 mois. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit « Je ne veux pas réagir à ce qui est un pétard mouillé », comme je vous le disais, sur le fond, parce que finalement, c'est ce que Dutroux a répété pendant les 4 mois de procès à Arlon. Mais cette lettre aurait transité par une tierce personne, disons, fort peu recommandable. Alors, voilà. Est-ce que cette personne-là veut aussi se faire de la publicité à travers ce courrier ? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour Jean-Denis Lejeune, ça
ça ne valait pas la peine de diffuser ça dans la mesure où il n'y avait pas d'informations déterminantes. Merci à vous, Dominique, d'avoir été présente dans le journal. Le psychiatre Isidore Pell, qui est également l'invité du journal. Professeur, bonsoir. Comment interpréter une telle démarche de Marc Dutroux qui se dédouane et charge les autres protagonistes de l'affaire ? Écoutez, c'est dans l'ordre du fonctionnement d'un psychopathe qu'il est et qu'il l'a démontré depuis longtemps, depuis le début de l'histoire. C'est-à-dire un homme tout à fait insensible à la douleur qu'il peut provoquer chez autrui. Un homme tout à fait insensible aux valeurs humaines les plus minimes. Et donc, je pense qu'il doit commencer à s'ennuyer au fond de sa cellule et qu'il souhaite qu'on parle encore un petit peu de lui pour faire, comme on vient de le dire, pour faire émettre ce pétard mouillé. Il fait souffrir un peu plus tout le monde, il jette le trouble, mais manifestement, il n'apporte rien de positif. C'est tout à fait caractéristique de la manipulation d'un psychopathe que Dutroux a démontré être depuis le début. Justement, par cette lettre, Dutroux tente d'établir un lien avec les victimes de l'affaire. C'est une nouvelle forme de manipulation pour vous ? Mais tout à fait. Et alors la subtilité, bien sûr, si on n'y fait pas attention, mais manifestement, tous les journalistes de ce pays sont très sensibles à cela. Si on n'y fait pas attention, il y mêle des éléments de grande sensibilité. Il y a des phrases, puisqu'on m'a transmis quelques pages de ce cochon de papier qu'il a écrit, où il mêle des éléments de grande sensibilité. Il peut comprendre la douleur des parents, mais lui-même est confondu dans des douleurs qu'il ne peut pas surmonter depuis qu'il est en prison, etc. Donc il mêle des éléments de sensibilité qu'en font les grands manipulateurs psychopathes pour une fois de plus éliminer le fond du problème et ne pas dire qu'il regrette ce qu'il a fait. Il le dit à aucun moment, mais il charge d'autres personnes et il jette le doute sur encore des zones d'ombre, mais qui n'en sont manifestement pas. Ce soir, on pense évidemment aux victimes de l'affaire Dutroux et à tous leurs proches. Pourront-ils un jour être en paix, si je puis dire, débarrassés de tout ce qui entoure cette pénible affaire ? Écoutez, je crois qu'il faut un petit peu s'étonner comment ce type de papier peut sortir du fond d'une cellule où est enfermé Dutroux. C'est la question qu'on se pose, mais donc il ne faut pas donner la publicité qu'il recueille comme d'autres l'ont fait, d'autres tyrans, psychopathes ou sociopathes de l'histoire qui ont malmené leur peuple, qui ont malmené d'autres populations, ont fait de même. Il ne faut pas lui donner la publicité. Je crois qu'il faut profiter de l'occasion pour démonter un petit peu plus la mécanique de ce qu'est un psychopathe. Et malheureusement, il y en a dans toute société. Ils sont là, ils existent, il faut les mettre à l'ombre, comme on l'a fait. Et comme Denis Lejeune l'a dit, il ne faut pas accorder le moindre crédit à ce qui est écrit. Isidore Pelk, pédopsychiatre et professeur à l'Université libre de Bruxelles, merci à vous. La vérité de Marc Dutroux se heurte à ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Aujourd'hui, 2 des accusés du procès Dutroux, condamnés en 2004 à Arlon, sont en liberté. Retour sur les peines prononcées à l'époque par la cour d'assises avec Frédéric Matricha. Sur les 4 accusés, seul Marc Dutroux a pris la peine maximale, la réclusion à perpétuité. Pour association de malfaiteurs, trafic de drogue, mais surtout pour enlèvement, séquestration, viol de Julie, Mélissa, Anne, Effieux, Sabine et Laetitia. Et pour l'assassinat de 4 d'entre elles et d'un complice, Bernard Weinstein. Michel Martin, si vous êtes une femme sous influence, j'espère que l'avenir vous veillerez à ne plus fréquenter que des gens qui auront une bonne influence sur vous. Femme soumise, épouse tétanisée par la peur de son mari, la défense de Michel Martin. En 2004, à Arlon, elle est condamnée pour association de malfaiteurs et séquestration de 6 personnes dont 4 ont trouvé la mort. Julie, Mélissa, Anne et Effieux. En revanche, aucun assassinat, aucun enlèvement n'est reproché à Michel Martin. Je n'ai absolument rien voulu de tout ce qui arrive. Condamnée à 30 ans de prison, elle en purgera 16, libérée au tiers de sa peine. Il octroie à M. Michel Lelièvre 5 permissions de sortie de maximum 8 heures. Dans 5 mois, Michel Lelièvre pourra introduire une nouvelle demande de libération conditionnelle. Condamné à 25 ans de prison pour trafic de drogue et association de malfaiteurs, impliqué dans les enlèvements et les séquestrations d'enfants. Je vis cela comme quelqu'un à qui on a volé 10 ans de sa vie. Michel Nioul est libéré 10 mois après son procès. Condamné à 5 ans de prison pour trafic de drogue, il purgera un tiers de sa peine. La justice ne lui reproche aucun enlèvement.
Nos confrères de la dernière heure reviendront largement sur cette information demain. Et dès 12h30, RTL Plus reviendra également sur cette longue lettre de Marc Dutroux à Jean-Denis Lejeune. Vos questions et réactions sont attendues par téléphone et via rtlinfo.be. Autre titre de l'actualité, l'ouverture à Bruxelles du procès de l'agresseur d'Ilias Taïraj. Le superviseur de la STIB avait été mortellement agressé par un automobiliste en avril 2012. Des faits graves qui avaient choqué l'opinion publique et engendré une longue grève des transports en commun dans la capitale. L'agresseur a exprimé des regrets devant le tribunal correctionnel. Compte rendu d'audience, Martin Vachéry, Arnaud Rubens. Silencieux, les yeux baissés, pendant 3 heures, l'accusé livre peu d'informations, s'exprime difficilement. Puis en fin d'audience, il prend la parole. Je suis très triste pour eux, je regrette, mais je ne sais pas comment exprimer cela. Cette phrase est adressée aux proches de la victime. Sur les faits, Alexandre Van der Elst, 30 ans, est moins loquace. Il dit ne plus se souvenir des circonstances exactes du drame. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, soit 2 ans après, on ne se souvient de plus rien alors qu'on a fait des déclarations. Il a, à un certain moment, estimé devoir dire qu'il s'était fait bousculer, qu'il s'était fait insulter. Apparemment, il n'en est rien et c'était des explications. Et c'est là, je vous dis, que la victimisation revient à chaque fois pour lui. Alors pendant l'audience, la procureure va montrer les images de vidéosurveillance aux différentes parties. Sur ces images, datées du 7 avril 2012, on aperçoit une altercation entre le superviseur de la STIB et l'accusé, suite à l'accident d'un tiers. Aucune violence, peu d'agitation, la suite se passe hors caméra. L'accusé, sous emprise de cannabis et d'alcool, adresse un coup de poing au visage d'Ilias Taïraj, 56 ans. Il meurt quelques minutes plus tard, suite à sa chute. C'était un monsieur exemplaire, je parle bien d'exemplaire. C'était un monsieur qui avait, sur toute sa carrière, peut-être mis 3 ou 4 rapports. C'était quelqu'un qui cherchait tout le temps le dialogue avec les agents. L'agresseur présumé a depuis reconnu les faits et purgé 40 jours de prison à Saint-Gilles. Accusé d'homicide involontaire, la procureure a requis 4 ans d'emprisonnement contre lui. L'avocat de la défense, de son côté, estime que son client ne représente pas une menace pour la société et a plaidé pour une peine de travail. Alexandre Van der Elst a été condamné à 2 reprises par un tribunal de police pour des faits d'alcool au volant. Il comparaît pour la première fois en correctionnel. Le jugement sera rendu le 10 février prochain. Cette affaire avait amené les autorités à renforcer la sécurité sur le réseau des transports en commun bruxellois. 2 ans plus tard, tout le monde s'accorde à dire que la sécurité s'y est améliorée. Des progrès sont également constatés en ce qui concerne la prise en charge des victimes. Sébastien Degrave, Éric Poncelet. Une altercation verbale avec un tiers mal garé qui simulerait une collision. Mohamed est superviseur à la STIB depuis 8 ans. Sa mission, surveiller le réseau de transport en commun et intervenir en cas de perturbation sur les lignes de bus. Une altercation vient d'avoir lieu entre un chauffeur et un automobiliste. Mohamed arrive sur place et tente de calmer la situation. Depuis l'agression en 2012 qui a coûté la vie à un de ses collègues, les conditions de sécurité dans lesquelles ses superviseurs interviennent se seraient bien améliorées. On a vraiment vu une amélioration en point de vue effectif des équipes de sécurité et également au niveau policier. On voit vraiment plus de présence policière sur nos lignes de bus, tram et métro, mais également un appui spontané de la police parfois quand ils voient un bus en SOS ou quand ils voient un gradé en intervention. Dans les faits, le nombre global d'agressions a diminué de 25% en 1 an. La violence envers le personnel de la STIB suit cette tendance. Entre 2012 et 2013, les agressions physiques sont passées de 208 à 161 cas. Les violences verbales envers le personnel sont aussi en baisse. Moins de 600 plaintes ont été déposées l'année dernière. Les syndicats soulignent par ailleurs une meilleure prise en charge des victimes, notamment des chauffeurs. Ils prennent tout de suite la personne en charge. On envoie les superviseurs chercher le chauffeur sur les lieux de l'agression. Soit on le ramène aux dépôts, soit on le conduit à l'hôpital s'il demande des soins psychologiques ou médicaux. Et ça se fait vraiment très rapidement. 20 mois après le drame, syndicats et travailleurs saluent les efforts engagés par l'entreprise publique. La STIB permettrait aujourd'hui à son personnel de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Dans l'actualité politique, une vive tension cet après-midi au Parlement wallon. On y parlait du montant réel de la dette wallonne. Des experts de la Cour des comptes ont été entendus. L'opposition accuse une nouvelle fois le ministre wallon du budget, André Antoine, d'avoir dissimulé une partie des chiffres. Des débats houleux suivis par Christophe Clément et Alain Augardy. Je suis estomaqué, je suis stupéfait. Convaincu que le ministre wallon du budget a voulu dissimuler l'ampleur de la dette régionale, le MR exige des explications.
Je pense qu'à un certain moment, on doit vraiment honorer la confiance qu'un Parlement vous a témoignée. Et cette confiance, elle passe par un devoir de vérité. Et ce devoir de vérité, vous en êtes écarté, j'en suis absolument convaincu. Des éléments ont-ils été cachés? Non. 3 fois non. À l'origine de la polémique, une différence d'approche. Selon le gouvernement wallon, la dette s'élève à 6 milliards d'euros, près de 2 fois plus, à en croire la Cour des comptes. En réalité, les experts intègrent désormais dans la dette wallonne des subventions octroyées aux communes et des moyens alloués aux organismes satellites de la région. La Cour a fait glisser certains éléments d'une colonne à l'autre, mais je considère aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'à mon estime, et pour ce qui nous concerne, nous au gouvernement, l'incident est clos. Les Wallons ne seront pas davantage mis à contribution, promet André Antoine. Le grand argentier a convaincu la majorité PS, CDH, Écolo, mais certainement pas l'opposition MR, qui a momentanément et de façon théâtrale quitté la salle en début de séance. Le ministre wallon de l'Agriculture, Carlo Di Antonio, sera l'invité de Bel RTL demain dès 7h50. Il répondra aux questions de Fabrice Grosfilet. À propos d'argent, la crise financière a coûté cher aux contribuables entre 2009 et 2013. Selon des chiffres d'analystes financiers relayés par le journal Le Soir, la perte cumulée de revenus d'intérêt pour les épargnants a déjà atteint près de 18 milliards d'euros. Le Premier ministre Elio Di Rupo a inauguré cet après-midi le nouveau supermarché d'un groupe de grande distribution. Il multiplie ce genre de visites ces dernières semaines. Alors question, faut-il y voir la volonté d'imprimer une plus grande griffe socio-économique à son gouvernement? Élément de réponse avec Frédéric Delfosse et Damien Loumet. Le Premier ministre dans les rayons d'un grand magasin cet après-midi. Nouveautés technologiques, économie d'énergie et de la part d'Elio Di Rupo, l'intérêt pour les origines d'un des plus grands groupes de distribution du pays. Arrière-grand-père, 1905. C'est ça. On considère le début de l'entreprise en tant que telle en 1928. Oui, voilà. Et la société anonyme a été créée en 1951. Ah oui. Chaque semaine, plusieurs demandes de visite atterrissent sur le bureau du Premier ministre. Ça prend 2-3 heures, mais en même temps, c'est plein d'enseignements. Souvent, ce sont les demandes des entreprises. Oui, bien sûr. Beaucoup. Oui, beaucoup. Et Elio Di Rupo y consacre beaucoup de temps ces dernières semaines. Mardi dernier, visite à Spa Monopole, le manager de l'année. Début décembre, visite du groupe Solvay pour ses 150 ans. Quelques jours plus tôt, centre de tri de la Poste à Charleroi, ou encore le plus grand brasseur du monde, AB InBev. Et Elio Di Rupo très tourné vers l'entreprise et les patrons, mais quand on demande à ces patrons quelle image véhicule un premier socialiste... Moi, j'ai pas tellement d'opinion là-dessus. Ça se peut. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, socialiste ou libéral ou... Peu importe la couleur, l'important finalement c'est de répondre aux difficultés rencontrées par l'entreprise. C'est presque une absurdité d'imaginer que le socio-économique ne serait pas de nature socialiste. Si, Fernand, on a reçu de quoi manger ce soir. Elio Di Rupo continuera ses visites en entreprise et pas seulement parce que la campagne électorale approche. En bref, sachez aussi que l'ancien Premier ministre Guy Verhofstadt est candidat à la présidence de la Commission européenne pour succéder à José Manuel Barroso. Verhofstadt est le candidat des libéraux européens. Dans l'actualité, il y a ce constat interpellant. L'amiante fait de plus en plus de victimes en Belgique. L'an dernier, on a recensé 212 victimes atteintes de mésothéliome. Il s'agit du cancer lié à une exposition à l'amiante. Ce nombre est en nette augmentation, comme nous l'expliquent François Jeunette et Dominique Sokolowski. Le chiffre paraît assez faible à première vue. En 2013, 212 Belges sont décédés des suites de mésothéliome. Ce cancer des poumons est directement lié à l'exposition à l'amiante. Pourtant, au vu de sa progression, ce résultat est interpellant, car il est 13% plus élevé qu'en 2012 et 25% plus important qu'en 2011. Et cette augmentation n'est encore qu'un début, car le nombre de cas devrait exploser dans les années à venir. À cause de la latence qui est particulière au cancer de l'amiante, nous allons seulement vers le pic des maladies. Nous annonçons que le pic des malades sera atteint dans les années 2020-2025 chez nous. Pour faire face à cette terrible maladie, un fonds qui aide les personnes atteintes de mésothéliome a été créé.
Mais selon l'association belge des victimes de l'amiante, peu de médecins sont au courant de ce mécanisme et ne peuvent donc en faire bénéficier leurs patients. Trop peu de pneumologues sont encore au courant. Il y a des oncologues qui ne sont pas non plus au courant de l'existence de ce fonds et qui permettraient à des victimes de pouvoir bénéficier d'une aide importante, surtout améliorer la qualité de la fin de vie. En Belgique, les zones les plus touchées se trouvent dans la plupart des cas à proximité des usines Eternit qui produisaient l'amiante. Et si celle-ci a été interdite à partir de 1998, elle n'en reste pas moins présente dans de nombreux bâtiments. C'est pourquoi les différentes régions du pays ont pris des dispositions à ce sujet. Il faut absolument enlever toutes les traces d'amiante qu'il y a dans un bâtiment avant de pouvoir le démolir. C'est-à-dire que quand vous demandez un permis de démolir un bâtiment, obligatoirement, on vous demandera d'abord de faire un inventaire complet de l'amiante qui est présent dans le bâtiment. Et la mesure est nécessaire, car le nombre de bâtiments à désamianter dans une ville comme Bruxelles, par exemple, est encore très élevé. Pour le moment, on peut dire que depuis quelques années, on s'est stabilisé à entre 350 à 450 bâtiments qui sont désamiantés par an. Il reste donc encore beaucoup de travail avant que l'amiante ne fasse définitivement partie de notre passé. Un terrible drame familial hier soir à Villers-la-Ville. Un homme a poignardé sa femme et sa belle-mère. L'épouse de l'auteur des faits a malheureusement succombé à ses blessures. Jimmy Méo, Anne Ludgen. La première victime se trouve à l'étage dans l'appartement du couple, tué par 2 coups de couteau. Sa mère est alors alertée, mais l'homme la poignarde également. Actuellement encore, elle est entre la vie et la mort. Juste après les faits, vers 20h, c'est l'auteur lui-même qui prévient les secours. Le bâtiment est séparé en 2 logements, mais les 2 logements sont un peu imbriqués. Donc la belle-mère habitait dans un logement et le couple avec un enfant dans l'autre. Un enfant de 13 mois relogé dans la famille en attendant une décision définitive du tribunal de la jeunesse. Dans le voisinage, personne n'aurait imaginé un tel drame. La famille était très calme, sans jamais laisser penser à un tel débordement. Personne ne s'attend à avoir un événement tel quel à côté de chez soi. Donc voilà, on les connaissait sans plus. Bonjour, au revoir. Mais ils ont eu un petit enfant l'année dernière. Donc vraiment loin d'imaginer un tel acte. Ce sont vraiment des gens sans histoire, très calmes, prêts à donner un coup de main, vraiment très tranquilles. Et des gens qui étaient bien connus vu que le père de la victime était commerçant en matériaux et bien connu ici à Villers, vraiment sans histoire, vraiment. Lors de son arrestation, le suspect âgé d'une 30aine d'années n'a opposé aucune résistance. Le parquet de Nivelles requiert un mandat d'arrêt pour meurtre et coups et blessures volontaires. Un fait divers qui met en lumière le phénomène toujours très préoccupant de la violence conjugale. Malgré une baisse des statistiques, chaque année en Belgique, je vous le disais en titre, 20 000 dossiers sont ouverts pour des coups portés au sein d'un couple. De nombreux dossiers concernent aussi les violences psychiques. Vincent Jamoul, Denis Strel. L'arrondissement judiciaire de Liège était le premier en 2004 à poursuivre de manière systématique les auteurs de violences conjugales. Le reste du pays a suivi 2 ans plus tard. Une attitude qui change tout pour les victimes. On n'a plus ce système, entre guillemets, de classement sans suite, entre guillemets, ça relève de l'ordre des familles, avec ce côté, madame va de toute façon retourner avec, donc ça ne sert à rien ce qu'on fait. Donc là, je pense que chez une grande partie de victimes, il y a une démarche plus volontaire qu'avant de venir dénoncer les faits. Environ 20 000 faits de violence physique ont été constatés par la police en Belgique l'année dernière. La violence psychique concerne, elle, environ 18 000 cas. Depuis 2010, les chiffres baissent lentement. Ils ne sont que la partie visible. Lorsque la machine judiciaire se met en route, une thérapie est souvent mise en place, imposée ou choisie. En 2013, près de 600 hommes sont venus dans cette salle, au centre du travail de groupe, reconnaître sa violence. C'est tellement insensé que des actes de violence graves se déroulent au sein du foyer, là où il devrait y avoir un lien d'attachement positif, qualifié parfois d'amoureux. C'est tellement insensé que le mécanisme de défense immédiat, c'est le déni. C'est pas possible. Au tribunal, il n'est pas rare de voir une épouse assise à côté de son mari, jugée pour lui avoir porté des coups. La victime a eu à un moment donné le déclic de dénoncer les faits, mais pour les raisons souvent financières, amoureuses, affectives, pour les enfants, retourne avec l'auteur. Et c'est là que c'est parfois très difficile.
Dans 9 cas de violence conjugale sur 10, l'alcool était présent. Un procès très attendu s'est ouvert cet après-midi à Paris. Procès des stars du football Franck Ribéry et Karim Benzema. Tous deux sont accusés d'avoir eu recours au service d'une prostituée mineure d'âge. La célèbre affaire Zaya, du nom de la jeune femme au centre des débats. Ribéry et Benzema n'étaient pas présents au tribunal. Christophe Giltet. L'audience a commencé à 13h30. Seuls des accusés subalternes se sont présentés, mais aucun des 3 principaux protagonistes n'était présent. Ni Ribéry, ni Benzema, ni Zaya. Les 2 footballeurs sont poursuivis pour avoir eu recours au service d'une prostituée mineure. Le joueur du Bayern en 2009 à Munich et celui du Real en 2008 à Paris. Pour sa défense, Ribéry a affirmé aux enquêteurs qu'il ignorait que Zaya n'avait pas 18 ans. Aujourd'hui, il est confiant dans la justice de son pays et tout va être fait pour que cette justice soit rendue de la manière la plus sereine. Et Benzema a tout simplement contesté avoir eu une relation sexuelle avec la jeune fille. Ma ligne de défense est la même depuis 4 ans. Karim Benzema a toujours expliqué qu'il ne s'était rien passé le 11 mai 2008. Donc c'est ce que je vais essayer de démontrer pour cette audience. Zaya, qui n'est plus partie civile dans l'affaire, a en quelque sorte dédouané les 2 hommes en reconnaissant avoir menti sur son âge. C'est très important car payer une prostituée mineure pour une prestation sexuelle est en France un délit très grave, passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Cependant, une audience préliminaire a confirmé que pour prononcer la culpabilité, la preuve doit être établie que le prévenu n'ignorait pas que la victime était mineure. Ce sera tout l'enjeu des débats qui dureront 4 jours. Je vous le disais en titre du journal, Valérie Trierweiler va mieux et se repose. Affirmation du président français, François Hollande, en déplacement officiel aux Pays-Bas. Le président, en pleine tourmente conjugale, n'a pas souhaité répondre à un journaliste qui lui demandait si sa compagne officielle était toujours ou non la première dame de France. Christophe Giltet. François Hollande en Hollande. C'était la première visite officielle à l'étranger du président de la République depuis l'affaire Gaillet. Un président qui s'est présenté tout seul à La Haye, où il a été reçu par le couple royal, Willem Alexander et son épouse Maxima. Comment ça va, Marc? Bonsoir. Cela fait 14 ans qu'un président français ne s'était pas rendu aux Pays-Bas. Il y avait donc de très nombreux sujets sérieux à l'ordre du jour de la rencontre avec le Premier ministre Mark Rutte. Économie, affaires européennes, situation au Mali. Mais évidemment, au cours de la conférence de presse, les Néerlandais ont posé une question sur celle dont on ne sait plus très bien si elle est encore la première dame de France. Je vous remercie pour votre question. Valérie Trierweiler va mieux et elle se repose en ce moment à la résidence de la Lanterne. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. François Hollande a promis de clarifier la situation avant son voyage aux États-Unis le 11 février. Mais cela pourrait intervenir plus tôt, car vendredi prochain, c'est au pape qu'il rendra visite.